Bonjour chers candidats à l'immigration canadienne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au TCF Canada Expression orale tâche 3. Comme vous le savez très bien, cette tâche en expression orale est redoutable. D'ailleurs, beaucoup de candidats préfèrent même passer la section B, convaincre du TEF par rapport à cette section du TCF. En effet, avec le TEF, dans les 10 minutes, il y a un échange interactif entre le candidat et l'examinateur. Vous devez le convaincre de manière interactive. Vous ne parlez pas seul. Et pourtant, en TCF, vous êtes en principe tenu de disserter oralement en 4 minutes 30 secondes. Ainsi, sachez que cet exercice demande une certaine maîtrise ou une maîtrise certaine de la méthodologie de la dissertation. Il faut donc disserter oralement. On part d'une introduction, d'un développement, pour aboutir à une conclusion. Mais comment réussir l'exercice? Si vous voulez vous entraîner à faire les 4 minutes 30 secondes directement, vous pouvez vous fourvoyer. Vous risquez de vous faire du mal à la tête. Peut-être il serait mieux de vous entraîner à faire étape par étape. Ainsi, vous apprenez à faire une bonne introduction, puis un bon développement et enfin une bonne conclusion. Comment faire l'introduction de la tâche 3 au TCF en 4 minutes 30 secondes? Alors, il faut retenir les 3 étapes. On amène le lecteur ou l'examinateur à découvrir le sujet en le présentant. On pose la question de problématique et on annonce le plan après avoir pris position de manière claire et nette. Si vous êtes d'accord avec l'opinion donnée de manière totale, dites « je suis totalement d'accord ». Mais si vous êtes nuancé, vous utilisez le conditionnel « il serait mieux » ou alors vous dites que vous êtes partiellement d'accord. Là, l'examinateur sait qu'il attend de vous un plan dialectique, du genre thèse, antithèse. Je vous laisse donc écouter un candidat face au sujet suivant. Les nouvelles technologies rendent le monde meilleur. Qu'en pensez-vous? Écoutez et regardez. Nouvelles technologies rendent le monde meilleur. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Les nouvelles technologies sont omniprésentes de nos jours. Il y a beaucoup de tablettes, de smartphones, d'internet, de réseaux sociaux. Mais est-ce que ces nouvelles technologies rendent le monde meilleur? Je répondrai de prime abord par l'affirmative. Bien. Comme vous avez écouté, ce candidat a fait son travail en 3 parties. Il a montré la présence des nouvelles technologies dans nos vies, puis il a utilisé le connecteur logique mais, et il a lancé la question. Les nouvelles technologies rendent-elles le monde meilleur? Et il a pris position. Je suis d'accord de prime abord. Vous sentez qu'avec ces 15 secondes, il a fini son introduction et il va lancer son développement. Je vous suggère donc d'écouter une autre introduction, cette fois-ci d'une dame, qui a fait une trentaine de secondes en amenant le lecteur examinateur à découvrir le sujet, en posant le problème et en annonçant le plan à travers une prise de position claire. Écoutez et regardez. Fiant vos idées, en essayant de me convaincre, pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Il est difficile de vivre seul. Êtes-vous d'accord? Vivre seul est une réalité de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes, mais il s'agit d'une expérience dont le ressenti peut varier d'une personne à l'autre en fonction de nombreux facteurs tels que la personnalité, les expériences de vie, les circonstances actuelles et les préférences individuelles. Certains peuvent apprécier la solitude et la considérer comme un moment précieux pour la réflexion, la créativité ou la détente, tandis que d'autres peuvent trouver difficile de vivre seul. Je reste convaincu qu'elle présente des défis indéniables. Bien,
Vous avez bien suivi cette introduction qui a pris une trentaine de secondes sur le sujet suivant. Il est difficile de vivre seul. Mais, dans cette vidéo, je vous suggère un canevas d'introduction. Comme vous le voyez sur ce tableau. Beaucoup de gens pensent que vous déposez le sujet, ou du moins la partie essentielle. Et pourtant, connaissez logique d'opposition. Selon d'autres, vous mettez un contrepoids au sujet, une sorte d'antithèse, en une phrase ou deux maxi. Face à cela, virgule, le problème est celui de vous exprimer le problème de manière claire et nette, puis vous formulez une question de problématique. Vous y répondez clairement à travers la transition. Moi, je pense que vous pouvez changer ce passage par un autre, du genre pour ma part, virgule, ou selon moi, et vous mettez votre opinion en annonçant le plan. Par exemple, personnellement, je suis totalement d'accord avec cet avis et je vais le démontrer avec les arguments ci-après, en attendant de voir un développement. Alors, au niveau du développement, justement, si vous avez une position tranchée, c'est-à-dire vous êtes d'accord avec le sujet, vous aurez 3 paragraphes. Le premier va commencer par tout d'abord, le deuxième et non le second par ensuite, et le troisième par enfin. Mais si vous ne voulez pas utiliser ces connecteurs, vous pouvez prendre premièrement, deuxièmement, troisièmement. Mais pour ceux qui ont une opinion nuancée, d'une part, d'autre part, constitue la thèse. Toutefois, c'est pour engager le paragraphe de l'antithèse. En conclusion, vous faites un bilan ou résumé du développement et vous finissez votre conclusion par une critique si vous avez été tranché ou au contraire par une synthèse de revalorisation si vous avez été nuancé. Et c'est le cas pour la candidate femme qui est passée tout à l'heure. Si vous écoutez bien sa conclusion, vous allez vous rendre compte qu'elle a été nuancée. Et c'est pourquoi sa conclusion est revenue sur la thèse qu'elle a développée dans les 2 premiers paragraphes. Je vous laisse donc resuivre cette candidate entièrement, dont on reprend l'introduction et on va jusqu'à la conclusion. Écoutez et regardez. Est une réalité de plus en plus fréquente dans nos sociétés modernes, mais il s'agit d'une expérience dont le ressenti peut varier d'une personne à l'autre en fonction de nombreux facteurs tels que la personnalité, les expériences de vie, les circonstances actuelles et les préférences individuelles. Certains peuvent apprécier la solitude et la considérer comme un moment précieux pour la réflexion, la créativité ou la détente, tandis que d'autres peuvent trouver difficile de vivre seul. Je reste convaincu qu'elle présente des défis indéniables. De prime abord, sur le plan émotionnel, l'absence de compagnie constante peut parfois conduire à des sentiments de solitude et d'isolement. Le partage d'expériences avec d'autres personnes, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille ou de partenaires, est souvent considéré comme une source importante de soutien émotionnel. Le manque de cette présence peut rendre certaines périodes de la vie plus difficiles, en particulier lorsqu'il s'agit de faire face à des défis personnels ou professionnels. Aussi, faut-il le préciser, les êtres humains sont des êtres sociaux par nature. Le contact social et les relations interpersonnelles sont souvent considérés comme des éléments essentiels pour le bien-être émotionnel. Vivre seul peut entraîner un sentiment de solitude et d'isolement, ce qui peut entraîner des conséquences négatives sur la santé mentale. De plus, sur le plan des responsabilités, vivre seul peut signifier assumer toutes les responsabilités domestiques et financières. Les tâches ménagères, la gestion des finances et la prise de décision quotidienne peuvent parfois être accablantes pour une seule personne.
Cela peut être perçu comme un fardeau, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à assumer ces responsabilités seuls. Par ailleurs, sur le plan sécuritaire, dans certaines situations, la sécurité personnelle peut être un facteur de préoccupation pour ceux qui vivent seuls, en particulier dans les grandes villes ou dans des zones où la criminalité est plus élevée. La présence d'autres personnes peut offrir un certain niveau de protection et de sécurité. Cependant, il est judicieux de préciser que parfois, l'on peut trouver une grande liberté et autonomie dans le fait de vivre seul. Cela offre une flexibilité accrue pour organiser son temps, ses activités et prendre des décisions sans nécessité de prendre en compte les besoins ou les préférences d'autres personnes, ce qui peut conduire à une plus grande liberté. La solitude peut également favoriser l'épanouissement et la croissance personnelle. Lorsqu'on est seul, on a souvent plus de temps pour se concentrer sur ses passions, ses intérêts personnels et sa propre croissance. Beaucoup voient la période de vie en solitaire comme une opportunité précieuse pour se découvrir soi-même, de s'exprimer sans contrainte ni jugement, de développer des compétences et atteindre des objectifs personnels. Au demeurant, la perception de la difficulté de vivre seul peut varier d'une personne à l'autre, en fonction de la personnalité, des expériences de vie et des circonstances individuelles. Certaines personnes peuvent préférer la solitude et s'épanouir pleinement en vivant seules, tandis que d'autres peuvent trouver cela plus difficile. Il n'existe donc pas de réponse universelle à la question de savoir s'il est difficile ou non de vivre seul. Tout dépend de la façon dont on vit sa solitude, de ses ressources personnelles et de son environnement social. Je termine en disant que vivre seul peut être une expérience enrichissante et agréable, à condition de ne pas s'isoler, de se faire plaisir et de se faire des amis. Très bien. Nous avons terminé. Je vous remercie. C'est la fin de l'épreuve. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Bien, chers candidats, une fois cela exprimé, il faut que je vous explique absolument comment gérer votre temps. Si on vous donne un sujet le jour de votre test et que vous sentez que vous n'avez pas assez d'inspiration pour remplir les 4 minutes 30 secondes, vous perdez un peu de temps à l'introduction et à la conclusion. Ça réduit le nombre de temps à perdre au développement. Par exemple, si vous faites 40 secondes à l'introduction et 40 secondes à la conclusion, ça fait 40 fois 2, ça fait 80, ça fait 1 minute 20. Et sur les 4 minutes 30 secondes, il reste 3 minutes 20 secondes, un truc de ce genre. 3 minutes 10 secondes. Vous morcelez donc 1 minute à la thèse, 1 minute 1 minute 30 à la thèse et pareillement pour l'antithèse. Donc, vous pouvez faire 1 minute, 1 minute, 1 minute. Pareil ici. Avec le temps, vous allez vous habituer. Ensemble, donc, nous allons traiter 3 sujets distincts et j'aurais souhaité qu'en commentaire, vous donniez votre point de vue sur ma façon de traiter chacun de ces sujets. Mais avant, prenons chacun le chrono, comme c'est un entraînement, et exerçons-nous à faire le travail pratique. Premier sujet, pour ou contre l'écart salarial. J'apprenne le chrono pour pouvoir faire les 4 minutes 30 secondes. Sujet, pour ou contre l'écart salarial. Beaucoup de gens pensent que l'écart salarial est justifiable. Ils estiment que c'est normal qu'il y ait des employés ayant des salaires distants par rapport aux autres. Et pourtant, selon d'autres, il est incongru et anormal qu'on parle d'écart salarial. Face à cela, le problème est celui de l'impact de l'écart salarial sur le devenir de l'entreprise.
Plus concrètement, doit-on ou non acclamer l'écart salarial? Moi, je pense qu'on ne devrait pas justifier un tel écart, mais que dans certains cas, c'est quelque chose de soutenable. D'une part, l'écart salarial a ceci de négatif qu'il crée une sorte de division de l'entreprise en deux. On a d'un côté les employés très bien payés qui ont déjà constitué le clan des bourgeois. Et de l'autre, les ouvriers payés de manière dérisoire. Ce système crée des frustrations qui peuvent se manifester au niveau des comportements des uns des autres et peuvent même engendrer des révoltes. C'est le système capitaliste qui voudrait que certains travaillent pour d'autres. Dans ce genre de structuration des entreprises, les employés qui possèdent des salaires très élevés regardent ceux qui ont des salaires dérisoires avec une certaine hauteur, ou même une hauteur certaine. De leur côté, ceux-là se sentent inférieurs à un complexe d'infériorité, ce qui ne permet pas à l'entreprise d'avancer, ce qui peut justement constituer un frein au développement de l'entreprise en elle. Il serait donc mieux de rapprocher les salaires autant que possible. Dans les lycées, cela se remarque au niveau de la distanciation des salaires entre les fonctionnaires d'une part et les vacataires d'autre part. Pendant que ces derniers se débrouillent dans les 50 000 francs, il y a des fonctionnaires qui ont jusqu'à 400 000 francs, 500 000. Proches, si on mélange leur salaire et leurs avantages. Près de 10 fois plus que le salaire de son collègue, ce qui est injuste et crée des révoltes. D'autre part, l'écart salarial a ceci de particulièrement négatif qu'il ne tient pas toujours compte de l'effort fourni. Et pourtant, en principe, le salaire devrait aller avec l'effort fourni. Si le travail dépasse l'argent, il y a un problème. Le pire, c'est que certains travaillent moins pour être très bien payés, tandis que d'autres travaillent plus pour être mal payés. S'il y a un écart salarial mérité par les compétences, là, on ne devrait pas se plaindre. Mais ce qui choque, c'est que certains qui sont vraiment à la tâche, qui sont des laboureurs, qui se peignent le plus, sont moins payés par rapport à d'autres qui souffrent moins, mais qui ont des salaires faramineux. Dans ce contexte-là, l'écart salarial est quelque chose à abolir, à détruire, à interdire, à sanctionner. L'État devrait trouver des mécanismes pour critérier et échelonner les salaires de manière à ce qu'ils ne soient pas trop distants dans une même entreprise et que les catégories ne soient pas très éloignées. Pour finir, on va dire que l'écart salarial est négatif. Mais cette thèse s'expose à certaines critiques. Il faut reconnaître que dans certains cas, on peut justifier l'écart salarial. En effet, l'écart salarial a ceci d'intéressant que chacun est payé en fonction de sa productivité. Si un employé est plus compétent et plus rentable pour l'entreprise, c'est normal qu'on le paye et que le paresseux reste à des bas salaires. Donc, si tu travailles plus, c'est mieux et c'est normal qu'on te paye plus que celui qui ne travaille pas. L'écart salarial a donc tout son sens. Surtout que certains critères permettent de payer les salaires. C'est le cas du critère du diplôme, de l'ancienneté, de la maîtrise même de la technique de travail. Il est inadmissible aussi qu'on paye un employé ordinaire au même titre qu'un cadre de l'entreprise. C'est normal que cet écart existe. D'ailleurs, selon l'Organisation internationale du travail, 70% des entreprises
de haute échelle, de haute gamme, pratiquent les cas salariales et réussissent à prospérer. En conclusion, on va dire que les cas salariales a assez de critiques, même si on peut le justifier. Du coup, on se dit que si ces critiques-là sont constructives, on peut les accepter, pourvu qu'elles trouvent des stratégies pour qu'il n'y ait plus de frustration entre les employés trop bien payés et trop mal payés. De toutes les façons, ce n'est pas le patron qui paye le salaire, c'est le client. Donc, nous devons tout faire pour consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Voilà mon humble avis sur le sujet ou contre les cas salariales. Deuxième sujet, doit-on être autoritaire envers nos enfants? Beaucoup de gens pensent que nous devrons être autoritaires envers nos enfants. Et pourtant, selon d'autres, les parents devraient plutôt être souples envers les enfants. Face à cela, le problème est celui de l'impact de l'autorité des parents sur l'éducation des enfants. Plus concrètement, les parents ont-ils raison d'être autoritaires envers leurs enfants? Moi, je pense que oui, mais avec certaines réserves. D'une part, l'autorité parentale a ceci d'intéressant qu'elle impose la discipline. En effet, si le parent est laxiste, l'enfant va grandir avec une forme d'éducation à la légère. L'enfant va grandir en se disant que tout est facile, que le parent ne peut rien refuser. Et à chaque fois qu'on va lui refuser quelque chose, il va croire qu'on est méchant. Donc les parents n'ont pas tort d'être autoritaires envers leurs enfants. Surtout que cette autorité, dans le cadre de la discipline, provoque une crainte du parent chez l'enfant. Psychologiquement, l'enfant sait que le parent peut se fâcher à tout moment et peut dégamer. L'enfant se réserve donc de dire certaines choses irrespectueuses aux parents et préfère garder sa place d'enfant dans la discipline. Car on ne peut pas construire une société digne de ce nom si l'éducation n'encourage pas la discipline. Et pour que la discipline règne, il faut l'autorité, il faut la force d'intervention. Un sondage récent de l'UNESCO Côte d'Ivoire montre que 80% des enfants qui réussissent à l'école ont eu une éducation rigide, où les parents ont été très autoritaires. D'autre part, l'autorité parentale permet à l'enfant d'éviter d'entrer dans le monde de la débauche. Si un parent n'est pas autoritaire, notamment sur les détails comme l'heure pour entrer à la maison, ce que l'enfant fait exactement dans son téléphone, ce que l'enfant discute avec ses amis, la compagnie, alors l'enfant va se retrouver dans des choses que le parent ne maîtrise pas. Et si le parent perd le contrôle sur ce que l'enfant voit à la télé, sur le type d'amis qu'il courtise ou convoite, l'enfant, même de manière inconsciente, peut se trouver dans une vie qui ne cadre pas avec l'éducation que les parents voudraient lui donner. Du coup, on sait à quel point l'éducation parentale se veut être rigide et autoritaire pour empêcher justement aux enfants, élèves surtout, de vivre une vie non conforme à l'éducation que les parents voudraient lui donner. Le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire met un accent particulier sur la prise en compte de l'autorité parentale en permettant aux parents de se transformer en enseignants pour leurs enfants. Le mercredi, par exemple, les enfants ne sont pas censés aller à l'école et ce sont les parents qui doivent prendre le relais, remplacer les enseignants dans leurs tâches éducatives et pédagogiques. Toutefois, n'oublions pas que trop d'autorité détruit même le rôle de l'autorité. Tout excès nuit. Et si on est trop autoritaire envers nos enfants, à force d'avoir peur de nous, ils ne vont pas exprimer leur talent, leurs compétences, même face aux situations.
on aura toujours peur que papa ou maman va mal réagir et puis on ne pourra pas s'exprimer librement. Alors que les parents ont parfois besoin des reproches de leurs enfants. C'est vrai que la critique doit être douce et il y a la manière de dire quelque chose à son parent. Mais si on exerce aussi trop d'autorité sur les enfants, ils peuvent être frustrés et apeurés au point de ne pas vivre normalement, vivre leur vie. Si jamais une autorité doit être assez réduite, assez fine, et les parents doivent utiliser beaucoup de tact envers leurs enfants. Bref, l'autorité parentale garde toute sa place, mais une place un peu limitée qu'il faut utiliser avec beaucoup de finesse pour que l'enfant puisse grandir normalement de manière équilibrée. On sait que les mamans sont très maternelles et les papas un peu rigides. Donc l'idéal serait que l'enfant grandisse avec son père et sa mère, ou du moins avec un homme et une femme, afin que son éducation soit équilibrée en matière d'autorité parentale. L'un est un peu autoritaire et l'autre souple, pour que l'enfant puisse trouver le juste milieu entre ces deux bornes-là. Voilà mon humble opinion sur le sujet, faut-il être autoritaire envers nos enfants? Bien, prenons un dernier sujet. Quelle était votre matière préférée à l'école et pourquoi? Bien. Beaucoup de gens pensent que certaines matières sont à préférer par rapport à d'autres. Et pourtant, selon des élèves et des éducateurs, pris éparsément, aucune matière ne doit être considérée comme préférée, car toutes les matières se valent, même si les coefficients sont distincts. Face à cela, on se demande quelle était la matière qu'on aimait la plus. Autrement dit, quelle était ma matière préférée, s'agissant de moi. Pour moi, ma matière préférée était le français. Et je vais le justifier avec les arguments ci-après. Tout d'abord, le prof lui-même faisait aimer la matière. En effet, il ne lisait presque jamais son bloc-notes. Il maîtrisait les citations des auteurs français comme s'il les avait lui-même écrites. Non seulement il récitait les noms des auteurs, mais aussi il avait une certaine maîtrise du contenu des ouvrages. Et ça nous donnait une certaine admiration pour ce professeur. Monsieur Sédou Badian parlait de Molière comme si c'était son ami. Il parlait de Corneille, surtout dans son livre Le Cid, comme s'il avait rédigé de lui-même. Ainsi, le professeur peut faire qu'on aime une matière, car il la manipule tellement bien que l'élève se trouve en train de rêver. Ensuite, le coefficient de la matière peut faire qu'on l'aime, qu'on la préfère à d'autres. Et c'était le cas du français pour nous qui avons fait les lettres, la série A. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi la philosophie, qui avait un coefficient assez élevé, mais bon, on sait quand même que celui de la A, c'est le spécialiste du français. Donc, on était un peu obligé de délaisser d'autres matières, comme les mathématiques, les sciences physiques, l'anglais aussi, et se concentrer sur le français, qui était la langue de base, la principale matière du programme ou de la série. Le plus intéressant dans cette histoire de coefficient, c'est qu'à l'examen, si on avait moins du coefficient, on devait nous éliminer. Du coup, on était obligé de faire du français la matière préférée. Encore qu'elle n'était pas si difficile à comprendre, avec un professeur qui maîtrisait à la fois les auteurs et les citations et les chantait comme si c'était de la musique. Enfin, le contenu de la matière elle-même peut faire qu'on l'aime. La preuve, c'est qu'il y a des matières au contenu difficilement compréhensible, où il faut des formules et des schémas assez compliqués à assimiler. Du coup, quand les règles de grammaire française se font chanter,
il est normal qu'on préfère le français comme matière. On citait, en récitant, en chantant, les conjonctions de coordination, mais, ou, et, dans, oh, ni, car. On citait et on récitait en chantant les prépositions à, de, par, pour, sans, en nous rappelant qu'après une préposition, le verbe doit toujours se mettre à l'infinitif. La musique vient donc rendre l'enseignement ludique et plus intéressant. Quoi de plus normal que d'aimer le français parmi tant d'autres matières. Bien, pour conclure, ma matière au secondaire préférée était le français, que ce soit en langue ou en littérature. Mais sans doute, mon opinion n'est pas partagée par tous. Ce qui est sûr, d'autres personnes pourraient critiquer en prenant plutôt pour matière préférée les mathématiques ou les sciences physiques ou même la philosophie, la matière de Socrate. Voilà mon humble avis sur ce sujet et je vous remercie pour votre aimable attention. Chers candidats, j'ai traité ainsi 3 sujets sans regarder quelque part comme bloc-notes. J'ai essayé d'improviser. Préparez-vous donc à parler sans vous arrêter de manière cohérente, sans tituber aussi, en maîtrisant les mots, en utilisant un vocabulaire assez simple et compréhensible. Je finis donc cette vidéo en vous laissant écouter le candidat homme qui a bien fait son travail en étant totalement d'accord, mais l'examinatrice l'a interrompu à un moment donné pour lui poser des questions afin qu'il segmente son intervention. Et quand elle s'est rendue compte qu'il était totalement pour, elle lui a posé une question de critique pour qu'il fasse l'antithèse. Écoutez et regardez. Les nouvelles technologies sont omniprésentes de nos jours. Il y a beaucoup de tablettes, de smartphones, d'internet, de réseaux sociaux. Mais est-ce que ces nouvelles technologies rendent le monde meilleur? Je répondrai de prime abord par l'affirmative. En effet, les nouvelles technologies, telles que l'Internet et les réseaux sociaux, permettent une communication rapide et mondiale. Cela favorise la diffusion des connaissances, le partage d'idées et la connectivité entre les individus du monde entier. Internet et les réseaux facilitent aussi la collaboration à distance. Les outils de partage de fichiers, les plateformes de travail collaboratif et les réseaux sociaux professionnels ont permis aux individus et aux équipes de travailler ensemble de manière plus efficace, indépendamment de leur emplacement géographique. De plus, les technologies modernes facilitent l'accès à une quantité immense d'informations. Les gens peuvent désormais rechercher et trouver facilement des informations sur divers sujets, ce qui peut stimuler l'apprentissage, l'éducation et la résolution de problèmes. Par exemple, en cas d'accident, un téléphone portable est utile. Vous pouvez appeler la police ou les pompiers. La police et les médecins peuvent arriver rapidement pour aider les gens. Et aussi, nous avons... D'accord, très bien, Alex. Mais maintenant, est-ce que vous utilisez beaucoup les nouvelles technologies? Oui, bien sûr. C'est important pour mon travail. Surtout avec la montée en puissance du travail à distance, les nouvelles technologies m'offrent les outils de communication et de collaboration en ligne pour travailler efficacement avec mes collègues situés n'importe où dans le monde. Des applications de visioconférence, des plateformes de partage de fichiers et des outils de gestion de projets en ligne facilitent la collaboration à distance. De plus, les nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle et la robotique, m'aident à automatiser des processus complexes, réduisant ainsi les erreurs humaines et augmentant l'efficacité. Par exemple, l'automatisation des tâches de routine peut permettre de gagner du temps et de réduire les coûts. Et il est vrai que le téléphone portable, le smartphone, est très pratique. On peut appeler ses amis. D'accord. Et Internet, l'utilisez-vous souvent, Alex? Oui, Internet est très utile. J'aime regarder des documentaires et trouver des ressources pour mon travail. Les nouvelles technologies ont révolutionné l'apprentissage et l'éducation. Les plateformes d'apprentissage en ligne, les cours à distance et les ressources éducatives numériques ont rendu l'éducation plus accessible et flexible. Ils offrent également de nouvelles méthodes d'enseignement et d'apprentissage que je trouve plus interactives et engageantes. Bien. Et qu'en est-il des aspects négatifs des nouvelles technologies?
Ah, je crois qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, souvent, les gens ne communiquent plus directement. Quand ils se rencontrent, ils regardent leur téléphone portable au lieu de parler. J'ai observé plusieurs fois des jeunes dans des situations similaires. Ainsi, l'utilisation excessive des technologies peut entraîner une dépendance et un isolement social. Les personnes peuvent devenir déconnectées de la réalité, passer moins de temps en interaction directe avec les autres et faire face à des problèmes de santé mentale liés à une utilisation excessive des écrans. Nous pouvons également souligner les menaces pour la vie privée. Car les nouvelles technologies peuvent poser des problèmes de confidentialité et de sécurité des données, les informations personnelles stockées en ligne peuvent être exposées à des piratages informatiques. De plus, certaines nouvelles technologies, telles que l'automatisation et l'intelligence artificielle, peuvent entraîner la suppression de certains emplois traditionnels. Les machines et les logiciels peuvent remplacer certaines tâches auparavant effectuées par des humains, ce qui peut causer des perturbations sur le marché du travail et nécessiter une reconversion professionnelle pour certains individus. D'accord, Alex. Très bien. Nous avons terminé. Je vous remercie.